Donc j'ai dit pour activer la macro complémentaire Solver, Excel, il faut aller vers le bouton Office ou bien vers le menu Fichier. Il faut aller vers Options Excel, ensuite vers Complément. Vous cliquez sur le bouton Atteindre sur la boîte qui sort, et puis vous cochez sur notre boîte qui va sortir, vous cochez Complément Solver. J'ai fait une petite démonstration pour vous montrer. Alors, comme j'ai dit, donc vous allez vers Fichier, ensuite Options, Complément, Atteindre, et vous cochez cette case, Complément Solver. Alors, en faisant la coche pour la première fois, vous validez par OK et vous lui donnez l'ordre d'installer. Et vous attendez, il faut patienter le temps que l'installation soit faite. Ça marche? Tout le monde l'a fait? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le solver? Dans quel domaine peut-on l'utiliser? Dans beaucoup de domaines, même les domaines commerciaux. Dans le domaine commercial, on pourrait aussi utiliser le solver pour optimiser les bénéfices, pour minimiser les pertes, etc. C'est clair? Donc, mais au niveau du domaine scientifique, on l'utilise dans ces champs-là, dans la programmation linéaire. Problème de transport. Il y a un problème qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, c'est celui qui distribue de la marchandise le matin dans la ville de Casablanca. Il y a des distributeurs qui doivent passer, donc faire la distribution, par exemple du lait, la distribution du lait. Donc il y a des transporteurs qui vont faire toute la zone. Chacun dans sa zone, il doit traverser toute la zone. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il passe par le même point deux fois. C'est clair? Donc, vous voyez, en fait, la zone, c'est une carte, c'est très complexe, c'est une toile d'araignée, d'accord? Il y a beaucoup de passages pour aller vers le même point. Mais lui, en fait, il faut qu'il cherche à minimiser son parcours. Parce que sinon, au lieu de faire la distribution en 1 heure, il lui faudrait alors 3 heures peut-être. Donc, il veut minimiser le chemin parcouru, tout en allant visiter tous les points, mais jamais passer par le même point plus qu'une fois. C'est ce qu'on appelle le problème du transport. Le problème du transport ou bien le voyageur de commerce. Problème de programmation quadratique. Les extrémums, chercher les extrémums d'une fonction à plusieurs variables. Résolution des systèmes d'équations non linéaires. Résoudre un système linéaire, ça peut se faire éventuellement. Ça peut se faire plus facilement que résoudre un système non linéaire. Un système d'équations non linéaires, c'est-à-dire les coefficients sont variables. Vous n'avez pas des coefficients qui sont fixes et vous n'avez pas en fait les fonctions sur les variables. Vous ne trouvez pas toujours des fonctions polynomiales ou linéaires. Vous trouvez des sinus, des cosinus, etc. au niveau de votre système. Donc il y a beaucoup de champs où on pourrait utiliser le solver. Alors je vais vous mettre dans un exemple. L'exemple le plus simple, c'est celui de la maximisation des bénéfices d'un commerçant. Nous sommes en face d'un commerçant qui cherche à calculer sa marge bénéficiaire. Donc la marge est la fonction que je veux cibler, ou est la valeur que je veux cibler, en fonction des quantités vendues, en fonction du nombre d'objets que j'ai vendus, en fonction du prix de vente que j'ai imposé, et en fonction du prix d'achat que les fournisseurs m'imposent, en fonction de mes achats, donc de mes dépenses. Il y a des dépenses, il y a des ventes, il y a des quantités vendues, et je veux calculer ma marge bénéficiaire. Alors ce commerçant, il souhaite atteindre par exemple une marge bénéficiaire de 800 000 dirhams, peut-être au niveau de l'année, par exemple. Alors, mais certaines contraintes s'imposent. Il a des contraintes, il ne peut pas aller maximiser comme ça.
il faut qu'il maximise tout en tenant compte d'un certain nombre d'obstacles qui lui sont naturellement imposés. Comme ici, comme le passage d'un prof, il y a des obstacles. Il ne peut pas passer comme il veut. Il faut qu'il passe à travers le respect des contraintes. Donc, même ce commerçant-là, il a des contraintes. Comme quoi, par exemple, la quantité vendue ne doit pas être supérieure à 600 unités parce que ses moyens de production ne lui permettent pas de dépasser 600 unités. Il ne peut pas produire plus que 600. Donc, il ne peut pas vendre plus qu'il produit. Ça, c'est une contrainte. Alors, deuxième chose, les prix, il n'a pas le droit d'imposer n'importe quel prix. Par exemple, moi, je vends des ordinateurs. Je dois donc respecter les prix des concurrents. Si je vends des ordinateurs à des prix trop chers, je ne vais pas réussir à vendre. Si je mets encore des prix trop faibles, je vais avoir des pertes. Donc il va falloir que je dimensionne le prix en fonction des concurrences, de la concurrence et en fonction aussi de mes prix de revient. Donc ici par exemple ce commerçant il nous a fixé cette limite. Il nous dit que la concurrence limite le prix à un maximum de 3500. Le prix d'achat unitaire ne peut être inférieur. C'est-à-dire si je consulte tous mes fournisseurs, je vois que le moins 10 ans, c'est celui qui me donne à 1800. Donc je ne peux pas mettre un prix de revient plus petit que 1800 parce que le moins 10 ans, il m'offre la marchandise avec 1800. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça les contraintes. Je veux maximiser donc la grandeur rouge en faisant varier ce que j'ai mis en vert. C'est ce qu'on appelle les variables du problème. D'accord? Donc j'ai ici une fonction à 3 variables. Mais en respectant les lignes bleues. C'est ce qu'on appelle les contraintes. Vous voyez donc, à chaque fois que je suis en face d'un problème d'optimisation, je dois dégager ces 3 composantes. La composante rouge, ça doit être une formule. Ça doit être une fonction. Qui dépend de quoi? Qui dépend des composantes vertes. C'est les variables du problème. Mais en respectant quoi? En respectant les conditions en bleu. C'est ça donc ce qu'on appelle un problème de recherche opérationnelle. Donc 3 composantes. Une fonction à minimiser ou bien à maximiser, c'est la rouge. Des variables dont dépend de la fonction. Et puis des conditions que je dois imposer à mes variables. J'ai besoin juste d'un outil maintenant qui va explorer le domaine des différentes variables en respectant les contraintes et en me proposant pour quelle combinaison des variables j'aurai une fonction maximale ou bien j'aurai une fonction minimale. Ici, on est dans le contexte de maximiser. Alors, pour justement mettre en place ce petit problème, ce petit exemple, j'ai besoin d'aller vers Excel et de faire le tableau suivant. Vous voyez, en fait, j'ai posé la quantité vendue, je l'ai posée à une valeur initiale, c'est une valeur estimée, aléatoire, on pourrait la mettre de façon aléatoire, mais bien sûr en respectant les contraintes déjà. Un prix de vente, aussi je le pose d'une manière aléatoire, un prix d'achat d'une manière aléatoire, et puis je calcule la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, il est donné par cette formule. Le bénéfice, c'est les gains, c'est les prix de vente moins les dépenses. C'est clair? C'est donc c'est multiplié par la quantité. La quantité, c'est ce qu'on a mis dans B1. C'est pourquoi vous avez B1 multiplié par B2 moins B3. B2 moins B3, c'est l'écart des prix. Le prix de vente et le prix de revient. L'écart des deux prix, c'est ce qui donne la marge bénéficiaire pour une seule unité. Donc je multiplie par le nombre d'unités et ça donne la marge bénéficiaire totale. C'est clair? Vous avez compris cette formule? Celle-là. C'est une formule qui va me permettre de calculer ici. Donc ça, c'est la fonction rouge. C'est la grandeur rouge que je veux maximiser. Ces 3-là sont les composantes vertes. C'est les variables du problème. Parce que regardez, en fait, ce que je dois mettre là, c'est cette formule. Donc il dépend de B1, B2 et B3. Il dépend de ces 3 cases. Et je veux donc atteindre quoi? Je veux atteindre la valeur 800 000. Tout en respectant ces 3 contraintes. Comment est-ce que je vais parvenir à faire ça? Alors pour parvenir à faire ça, ici il y a la démarche. Il faut d'abord mettre le tableau. Il faut placer le tableau avec la formule. Ensuite, il faut déclencher le solver en lui disant, regardez, en fait, c'est ça le solver, quand vous le lancez, vous allez avoir cette boîte qui va s'afficher. Ça va vous rappeler celle de la valeur cible. Ça va vous rappeler celle de la valeur cible.
Sauf que la valeur cible, il ne comptait qu'une seule variable. Or ici, j'ai une plage, cellule variable au pluriel. Cellule variable au pluriel. Je vais faire comme ça pour vous montrer avec une taille plus grande. Alors remarquez bien, cellule variable, c'est plusieurs, donc c'est une plage. Ici, on lui a dit que nos cellules variables, c'est les variables du problème, c'est de B1 jusqu'à B3. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Je lui ai demandé de maximiser. Comme on pourrait lui dire, je veux atteindre une valeur. C'est ça la valeur cible. C'est ça ce qu'on avait dans la valeur cible. Sauf que la valeur cible, il ne pourrait faire varier qu'une seule variable à la fois. Et il n'a aucune contrainte à mettre en place. Alors que là, on a un tableau de contraintes. Vous voyez? Alors, quelles sont mes contraintes? J'ai dit que la quantité, on a dit que la quantité ne doit pas dépasser 600. Ne doit pas dépasser la capacité de production que j'ai. Parce que sinon, je dois donc ajouter des machines, je dois embaucher des opérateurs, etc. pour augmenter la production. C'est clair? Alors, deuxième condition, il faut que le prix auquel je vais vendre, il faut qu'il ne dépasse pas une certaine limite, sinon je ne serai plus concurrentiel. Troisième condition, il faut que le prix de revient soit supérieur à un minimum, le moins 10 ans. J'ai un fournisseur, le moins cher, c'est 1800. Les autres, ils sont relativement plus chers. Mais attention, des fois, je n'ai pas le choix d'aller acheter toujours à 1800. Même si je sais qu'il y a un fournisseur qui me vend à 1800, des fois, il me dit, j'ai pas les produits que vous voulez acheter. Donc, je suis contraint d'aller acheter de chez quelqu'un d'autre. C'est clair? En tout cas, c'est la barrière, c'est ce qu'on a fixé. Le minimum, c'est 1800. Alors, je veux résoudre ce problème pour calculer cette valeur au niveau de la formule en changeant ces variables, en changeant les trois variables, de telle sorte à atteindre la valeur la plus grande. En faisant cela, donc, dans l'ordre, il faut d'abord faire ce tableau, il faut passer là, il faut cliquer sur résoudre. En cliquant sur résoudre, vous allez obtenir ça. Voici le maximum. Le maximum, c'est 1 020 000 dirhams. Bien sûr, parce que je lui ai dit de maximiser. Si je lui ai dit d'atteindre 800 000, comme ce qu'on a demandé, il va alors calculer les variables de telle façon à ce que ici, vous aurez 8 000. Vous allez constater ici qu'il a pris les valeurs limites de mes contraintes. Il s'est positionné à 600, à 3500 et à 1800. C'est clair? Donc, il m'a proposé une solution. Alors, on va faire ce petit exemple. Donc, je vais revenir à Excel. Je vais agrandir. Sinon, je vais faire comme ça aussi. Alors, regardez bien. Je vais mettre ici le titre. Je vais mettre maximisation ou bien optimisation. Optimisation. Je suis dans A1. Optimisation de la marge bénéficiaire d'un commerçant. Optimisation de la marge bénéficiaire d'un commerçant. Ici, on a commencé à la ligne 1 pour mettre les variables, mais comme j'ai mis un titre, je suis contraint de commencer à la ligne suivante. On va commencer carrément à B3. Dans A3 plutôt, je vais mettre la quantité. Quantité vendue, prix de vente, prix d'achat. Donc là, je vais mettre quantité vendue, prix de vente, unitaire bien sûr, prix d'achat, unitaire aussi, et ici la marge bénéficiaire, ou la marge du commercial. C'est pas la peine, vous mettez que marge tout court. Alors,
ici, dans B3, je vais mettre une valeur initiale. Par exemple, supposons on a vendu 400 unités. On l'a vendu, on a dit il ne faut pas dépasser 3500, à 2500. Et puis on a acheté à 1900. Je vais double-cliquer sur la largeur de la colonne à la frontière entre A et B pour augmenter, pour élargir. Sauf que lui, il a élargi par rapport au premier titre, par rapport à ce qu'on a mis dans A1, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc je vais juste réduire un petit peu. L'essentiel, c'est de voir les étiquettes. Voilà. Alors je calcule maintenant. Alors pour faire une formule sémantique, comme ce qu'on a déjà vu, il est très intéressant de nommer ces plages. Je vais nommer, et pour nommer donc la cellule qui porte le 400, j'ai différentes façons de faire. Soit d'aller vers formule, ensuite d'aller vers gestionnaire de nom, et puis d'ajouter le nom. Comme ça, nouveau. Il va vous proposer bien sûr l'étiquette qui est à gauche, mais je trouve que c'est trop long. Je vais juste mettre quantité tout court, en écrivant comme ça, la quantité vendue. Je vais juste mettre la quantité, on sait que c'est la quantité vendue. Ok. Je ferme. Et je pourrais aussi renommer les autres. En passant par cet outil-là, tout ce que je gagne, c'est qu'il me propose un nom. Mais si je veux taper le nom moi-même, je pourrais sélectionner la cellule, c'est ce que je fais pour le nommer la deuxième. Et je vais nommer ici, dans cette petite zone, c'est la zone des adresses ou des références. Je vais faire le clic, ça va sélectionner le tout et je vais taper le nom. Je vais mettre ici prix unitaire de vente. Le prix, ou là le prix de vente unitaire. Je l'ai appelé comme ça, vous voyez? Prix, vente, U. Attaché, attaché, ne mettez pas d'espace. Quand on nomme des plages, il ne faut pas mettre d'espace. C'est comme les variables qu'on a vues dans VBA. Il faut commencer par une lettre et il ne faut pas mettre d'espace. Je vais appuyer sur Entrée et vous voyez en fait si j'irai maintenant vers formule plage de nom ou zone de nom, je vais trouver qu'il a ajouté cette référence. Donc c'est pareil. Là je pense que c'est plus rapide si vous voulez nommer avec un nom que vous imposez vous-même. Faites de cette manière. Donc prix d'achat, comme tout à l'heure, je l'appelle prix achat U. Prix achat U, unitaire. Et appuyez sur Entrée. J'ai nommé donc ce qui va me permettre de faire une formule avec des noms et pas avec des références. Donc je vais mettre égal pour faire ma formule, c'est toujours la même règle. Je commence par mettre égal d'abord. Ensuite, je vais sélectionner mes cellules. C'est la quantité. En cliquant sur la cellule qui porte 400, lui, il va écrire la quantité. Vous voyez, c'est mieux que de mettre B3. C'est mieux en fait d'avoir comme ça que d'avoir B3. Multiplié par, entre parenthèses, la différence prix de vente moins le prix d'achat. Ici, en fait, on clique sur le premier. Il va donc insérer prix de vente moins le prix d'achat. Et je ferme la parenthèse, j'ai obtenu le résultat. Je suis déjà à 240 000. Je suis à 240 000. Mais moi, je veux atteindre 800 000. N'est-ce pas? Je veux atteindre 800 000. Est-ce que je peux passer par la valeur cible? La réponse est oui, mais la valeur cible, il ne me permet de faire varier qu'une seule variable à la fois. Ça marche? Tout le monde est arrivé là? Oui. Allons-y, faites accélérer la machine. Alors, voilà donc ce que je veux faire. Je veux aller donc maximiser parce que vous voyez qu'est-ce que ça m'a donné. Ça m'a donné 240 000. Or moi je veux atteindre 800 000. Alors si par exemple j'utilise la valeur cible,
Comme ça, vous allez constater c'est quoi les limitations de la valeur cible. Je vais donc aller sélectionner l'endroit où il y a la formule. C'est la fonction que je veux maximiser. Je vais aller vers analyse scénario. C'est un peu ce que je vous ai montré la dernière fois. Valeur cible. Alors, la première constatation que vous allez faire là, c'est que je ne pourrai faire varier qu'une seule valeur. Il me dit la cellule, c'est au singulier. La cellule à modifier. La valeur à atteindre. Par exemple, imaginons, je veux atteindre les 800 000 qu'on a dit. 800 000. Donc, tapez 800 000 dans la valeur à cibler. On va atteindre. Et dans la cellule à modifier, introduisez la quantité vendue. La valeur cible, il va trouver une solution. Mais est-ce qu'elle est réaliste, cette solution? Regardez, je vais donc le valider. Ça marche, vous le voyez? On a les rideaux. Vous êtes le responsable. Faites passer le message encore une fois. D'accord? Anna, je vais le faire passer à 10h. Là, si on a des rideaux, ça va être plus meilleur. Il y en a qui ont beaucoup de lumière. Une abondance de lumière. C'est abondant. Ça marche? Alors, c'est quoi le défaut de ce passage-là, de cet outil? Dans notre cas, c'est qu'il va atteindre les 800 000, effectivement, mais avec un... Regardez le n, regardez la quantité, déjà, c'est pas entier, c'est un réel, et c'est 1333. Or, moi, je ne peux pas produire les 1333. Je ne peux dépasser les 600 unités. Si maintenant je laisse, donc je vais dire non, je ne vais pas accepter cette solution, parce qu'il n'est pas réaliste. C'est comme si je demandais à un prof de passer voir un étudiant à travers la table. C'est pas possible. En traversant la table, ou bien en traversant le mur. Ce n'est pas possible. Vous voyez? C'est ça donc l'effet d'une contrainte. Regardez, en fait, je vais annuler, parce que ce n'est pas une bonne solution. Et si je refais en lui disant, je veux faire varier l'autre variable. Je veux atteindre toujours le 800 000. 800 000. Tout en changeant le prix unitaire, le prix de vente. Il va trouver aussi une solution. Mais vous voyez à quel prix je vais vendre? C'est à 3 900. C'est pas possible en fait, parce qu'on a dit on ne peut pas dépasser 3 500. C'est clair? Sinon, personne ne va acheter ce produit. Parce que je n'ai pas respecté les prix de mes concurrents. Ça ne marche pas. Donc ça aussi, c'est une mauvaise solution. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller vers l'autre, parce qu'on va trouver aussi, on va acheter peut-être à 1000 dirhams. Or, le moins 10 ans, il m'offre à 1800. Donc on va trouver aucun vendeur. C'est là où il y a la formule. C'est la fonction en d'autres termes. C'est la fonction f de x, y, z. Ça, c'est une fonction à 3 variables. X, y, z. X, c'est la quantité. Y, c'est le prix de vente. Et z, c'est le prix d'achat. Donc, pourquoi ne pas aller vers un outil beaucoup plus performant? C'est justement ce qu'on a installé tout à l'heure. C'est le solver. Regardez, je lance le solver. Et puis, la première des choses que je vais lui dire, c'est que je veux cibler effectivement la valeur 800 000. Donc, je vais cocher valeur. أنا كنشوف le visage ديالكم بأن كاين quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, je suis juste gêné pour rien. Parce que j'ai l'impression que soit il y a... Je vais vite. Non, ça marche? Très bien, parfait. En tout cas, vous me le faites savoir. Si jamais je vais vite, dites-le moi tout de suite. Moi, j'ai tendance à aller vite. D'accord? Alors, je vais mettre 800 000. D'accord? Donc, jusqu'à présent, c'est comme la valeur cible. C'est comme la boîte qu'on avait tout à l'heure. Quelle serait la première différence? C'est que je donne droit à cet outil de faire varier 3 variables à la fois. Pas une seule variable. Tout à l'heure, on ne faisait varier qu'une seule. C'est clair? Ici, je demande de faire varier les 3. Comment? Eh bien, on va aller les sélectionner. Regardez, on va réduire, on va minimiser cette boîte en cliquant sur le bouton rouge qui est à droite. Et on va donc sélectionner les variables que je veux faire varier.
Je restaure la fenêtre et vous voyez ici, on a toute une plage de variables à faire varier. Dans la valeur cible, il n'y avait qu'une seule variable. Ici, on a plusieurs. Maintenant, j'ai une liste de contraintes que je pourrais lui imposer. C'est comme si je lui limite les domaines. L'espace dans lequel il va faire la recherche, je le limite. Si vous me demandez de chercher un point dans la salle, ne me demandez pas d'aller chercher un point au-delà du plafond. Parce que je ne pourrais pas y accéder. Je ne pourrais aller que vers l'espace accessible. C'est ce qu'on appelle justement le domaine atteignable ou le domaine de recherche accessible. C'est grâce aux contraintes qu'on va imposer ça. Alors regardez, pour ajouter des contraintes, cliquez sur le bouton ajouter. Quelles sont alors mes contraintes? Par rapport à la première variable, à la quantité, qu'est-ce qu'on a dit sur la quantité? Il faut qu'il soit inférieur ou égal à 600. Voici ma première contrainte. Je lui dis faites varier les variables, mais de telle sorte à ce que la première ne dépasse pas 600. C'est-à-dire, cliquez sur un C et vous allez avoir à dire cette variable inférieure. Alors maintenant, il faut, lorsque vous cliquez sur un OK, et pas si vous dites je veux ajouter celle-là et je veux faire une autre, cliquez sur ajouter. Si vous cliquez sur ajouter, il va être retiré, il va être passé dans la liste des contraintes et on vous demandera d'ajouter une. Tu vas passer par si tu veux ajouter une autre, passe plutôt par ajouter. Jusqu'à ce que vous terminez toutes les conditions et puis vous revenez. Alors attendez, regardez. Là, si vous voulez en fait, si vous avez, s'il vous plaît, si vous avez plusieurs contraintes. Le bruit, en fait, je suis en train d'enregistrer. Celui qui m'a fait un bruit dans ma vidéo, je lui ai fait un -1. Alors, remarquez bien, si vous avez plusieurs conditions, tapez la première et cliquez sur ajouter plutôt que de cliquer sur OK. Parce qu'en cliquant sur OK, vous validez complètement. Donc, s'il y a une autre condition, il faut alors cliquer sur ajouter. Comme d'ailleurs pour moi, j'ai encore deux autres conditions. Je clique sur ajouter et j'ajoute l'autre condition. C'est laquelle? Le prix de vente, on a dit, il faut qu'il soit inférieur à 3500. Ajouter. Le prix de revient par contre, celui-là, il faut que ça soit, vous voyez les variables contradictoires. Il y a des variables qui sont bornées par le haut, par le max, et il y en a d'autres qui sont bornées par le min. Vous voyez? Par exemple ici, je ne pourrais pas espérer trouver un fournisseur qui m'offre à plutôt à moins de 1800. Donc le prix de revient, il est au moins égal à 1800. Donc il est supérieur ou égal à 1800. Puisque c'est ma dernière condition. Non, j'ai encore une autre. C'est une condition implicite. Donc il y a des conditions explicites, il y a des règles que je vois clairement. C'est les murs. Je ne peux pas traverser un mur. Donc ça, c'est un obstacle que je vois, il est physique. Mais je peux me fixer des obstacles qui ne sont pas visibles. C'est clair? C'est des obstacles en fait qu'on se fixe. On les appelle alors une contrainte implicite. La quantité, il faut que ça soit un entier. D'accord? Je vais donc encore cliquer sur ajouter et je vais revenir à la quantité en lui disant, je change juste l'opérateur en lui disant ça doit être un entier. Entier. Et maintenant je mets OK. Donc la dernière condition, c'est le fait de dire que la quantité doit être un entier parce que je ne peux pas vendre un objet et demi. Je ne dois vendre que des nombres entiers de... Vous sélectionnez la quantité et vous changez l'opérateur en mettant ENT. E-N-T, ça veut dire entier. Automatiquement, il va vous donner entier. Je mets OK. Donc, voici le résumé. On veut atteindre la valeur 800 000 en faisant varier les trois variables, mais en respectant les quatre conditions. Il ne me reste qu'à lui dire résoudre. Alors résoudre, c'est à quel niveau? C'est en bas pour moi. Éventuellement, vous n'aurez pas la même boîte que moi. C'est juste une question de version. Le solver, donc de 2013, il a été amélioré par rapport au solver de 2010. Des fois, l'amélioration, ça se fait que au niveau de l'interface, juste au niveau du visage. On essaie
de changer un petit peu le visage. Mais sinon, il y a des fois des changements fonctionnels, des améliorations fonctionnelles. Regardez, je vais mettre résoudre. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous donne le résultat. Il vous dit, le solveur a trouvé une solution. Est-ce que vous voulez la conserver? Vous avez donc toujours la possibilité d'annuler si la solution, parce que attention, ça c'est vraiment important. Il ne faut pas compter aveuglement sur le solveur. Non, il ne faut pas donc miser complètement sur le solveur. Il faut aussi avoir ce sens expérimental ou bien expert en fonction de votre domaine qui vous fait savoir est-ce que la solution apportée est une bonne solution ou pas. C'est clair? Donc c'est pourquoi là il ne veut pas trancher. Lui-même il vous dit est-ce que vous voulez accepter ou pas. Moi je vais mettre accepter et en fait j'accepte quoi? J'accepte déjà ce que je vois ici. Vous voyez il a déjà changé parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes. On a dit il y a des améliorations. Je vais donc accepter ce résultat. Si vous voulez avoir des rapports sur comment il a fait, vous n'avez qu'à cocher réponse et vous générez les rapports. Moi, je ne vais pas générer de rapport, je vais juste mettre OK. Et voilà, c'est fait. Donc là, il est en train de me dire que parmi les solutions existantes, attention, des fois, il y a plusieurs solutions d'aller vers le même point. Donc lui, il cherche la première. La première qui satisfait les conditions. Regardez, les conditions, ils sont toutes satisfaites. La condition, pour la quantité, c'est un entier, ça n'a pas dépassé 600. Pour le prix, ça n'a pas dépassé 3500. Pour le prix d'achat, ça n'a pas dépassé 1800. Il m'a donné les 800 000. Donc c'est une bonne solution. Ça marche? Oui. Donc on a fait ce petit exemple, ce premier petit exemple. Ben, cette fois-ci, on va aller vers un autre. Bon, là, c'est juste l'explication de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, un autre, mais cette fois-ci, on va parler un peu santé. C'est un exemple qui parlera sur les achats d'aliments. Je veux acheter des aliments, bien sûr consommables, que je vais manger. Et je veux donc optimiser de point de vue donc, santé, en disant qu'est-ce qui est bien pour ma santé, et aussi du point de vue économie. Je ne veux pas acheter ou faire des achats avec un prix trop grand, mais je veux avoir des aliments qui regroupent l'essentiel de ce dont j'ai besoin. C'est clair, de point de vue sanitaire. Alors, je suis en face donc d'un ensemble d'aliments avec leurs caractéristiques alimentaires, comme par exemple le nombre de calories pour chaque aliment, comme comme la composition, la quantité de chocolat dans l'aliment, la quantité de sucre, la quantité de graisse. Bien sûr, là c'est un tableau réduit, on pourrait avoir un tableau beaucoup plus grand. Et je suis en face d'un conseiller médecin qui me dit, en fait la partie rouge, c'est pas le médecin qui me la fixe, c'est moi qui se la fixe. En réalité, l'objectif est de trouver un régime minimum coût. Donc ce qui m'intéresse, c'est de ne pas payer trop, de ne pas acheter, de ne pas manger cher. C'est clair? Mais ce qui est en bleu, c'est ça, c'est un peu ma santé. Qui contient au moins 500 calories, au moins 6 grammes de chocolat, au moins 10 grammes de sucre et au moins 8 grammes de graisse. Vous savez, en fait, c'est comme si je vous donne un panier, vous êtes sur un supermarché, je vous donne le panier, je vous dis en fait vous avez un budget minimal, mais vous devez m'apporter des aliments qui comptent au moins 500 calories, parce que moi j'ai besoin de 500 calories par jour, par exemple, au moins 6 grammes de chocolat, au moins 10 grammes de sucre, au moins 8 grammes de graisse. Alors les conditions, c'est sur 4 variables. Vous voyez, donc on a 4 variables. On a la variable nombre de calories, la variable quantité de chocolat, la variable quantité de sucre et la variable quantité de graisse. Donc là, on est en face d'une fonction à 4 variables. Le domaine alors n'est plus un parallélépipède, n'est plus un domaine
n'est plus représenté sous forme d'un cube. C'est ce qu'on appellerait un hypercube, parce que c'est 4 dimensions. C'est pas 3 dimensions. À chaque fois que le domaine devient complexe, à chaque fois que la recherche devient complexe, si on veut la faire manuellement. Alors, pour répondre à cet exercice-là, donc c'est quoi l'objectif? C'est le rouge. Je veux chercher à payer le minimum. En faisant varier quoi? Les variables qui sont là. Ces variables-là. D'accord? Et puis, pour satisfaire quelles conditions? C'est des conditions que j'ai formulées en bleu. J'ai besoin alors de mettre en place une feuille qui va me permettre de faire ce calcul. Voici la feuille, elle est comme ça. J'ai placé donc un premier tableau où il y a mes variables. Ce sont les variables donc en nombre d'éléments. C'est comme si je demande d'aller acheter plusieurs éléments de telle façon à garantir ou à satisfaire mes besoins en termes de nombre de calories, de quantité en chocolat, en graisse, en sucre, c'est clair, mais de ne pas dépasser le budget que je vous ai donné. Donc, la fonction objectif que nous voulons minimiser, c'est le total du prix payé. Sachant que j'ai le coût de chaque aliment, j'ai son coût unitaire. Donc là, ce que vous avez là, ce sont les coûts en unités monétaires. Ça peut être en dirhams par exemple, ou bien en euros, ou bien en dollars, donc je ne sais pas. Donc l'unité, il n'est pas importante pour nous. Là, c'est des coûts unitaires dans une monnaie nationale. Donc pour nous, c'est le dirham. Donc le total, si j'achète 3 quantités du premier aliment, 0 du deuxième, 1 du troisième et 7 du quatrième, ça va donner 74 unités monétaires. 74 dirhams. C'est clair? Mais en termes de calories, qu'est-ce que ça va me faire comme nombre de calories? Ça va me faire, puisque j'ai acheté 3 du premier aliment, lequel va me donner par unité 400 calories. Donc je vais avoir à multiplier 3 par 400. Ça me donne le nombre de calories total. Ça, c'est le total pour l'ensemble des aliments. C'est donc 3 fois 400, plus 0 fois 200, plus 1 fois 150, plus 7 fois 500. C'est ce qui va me donner le total que j'ai racheté en calories. Le total en calories de mes achats. Si je calcule de la même façon, en multipliant 3 par le nombre de grammes en chocolat qu'on a dans le premier aliment, ça me fait le nombre de grammes que j'ai acheté en chocolat. Plus 0 fois 2, plus 1 fois 0, plus 7 fois 0, ça me donne le nombre de grammes total de mes achats. Le nombre de grammes en chocolat, etc. Et je veux bien sûr les confronter à mes limites. Quelles sont les limites qu'on a imposées? On a dit qu'il faut que le minimum en calories soit égal à 500. Ça veut dire que le nombre d'achats en calories soit supérieur ou égal à 500. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 6 grammes en chocolat, supérieur ou égal à 10 grammes de sucre, et puis supérieur ou égal à 8 grammes de graisse. Alors, bien sûr, vous voyez que sur les achats qu'on a fait, qu'on a exprimés en vert, on dépasse largement. Ça veut dire qu'on a payé plus qu'il faut. C'est clair? Donc ce 74, on pourrait le minimiser. Nous-mêmes, justement, on va aller chercher à le minimiser en satisfaisant les contraintes. Comme ça, je dirais quel est le prix minimal avec lequel je peux manger. Mais je garantis bien qu'en nombre de calories, voilà ce que je vais manger en nombre de calories. En quantité de graisse, voilà ce que je vais manger, etc. Allons-y, on va faire ce petit exercice. Vous avez compris déjà le problème? Quelles sont les 3 composantes? Les variables, c'est ce que j'ai mis en vert. C'est les quantités achetées par élément, par aliment. La fonction à minimiser ou bien à maximiser. Ici, c'est à minimiser. C'est le total. C'est ce que j'ai mis en rouge. Ce total, comment est-ce qu'on le calcule? Ça doit être alors une formule. C'est le prix unitaire fois la quantité, plus l'autre prix unitaire fois la quantité. C'est donc ce vecteur fois ce vecteur. C'est le produit scalaire de ces deux vecteurs.
en faisant le produit scalaire de ce vecteur par celui-là, vous allez obtenir le résultat qu'on a. C'est clair? Allons-y, donc on va réaliser notre feuille de calcul. Je vais en fait créer une nouvelle feuille sur le même classeur. Je vais agrandir et je vais travailler ici. Mais je veux bien respecter cette structure. Donc dans A1, je vais écrire variable de décision. Variable de décision. Très bien. Comment on va les structurer? À partir de B, je vais mettre donc les noms des aliments. Brownies, glace, Coca-Cola et puis gâteau au fromage. C'est à partir, on a dit, de B2. C'est quoi le deuxième? Glace? Cola, gâteau. Cola. En fait, on a abrégé pour dire boisson. Une boisson. On pourrait dire une boisson gazeuse, si vous voulez. Et puis, mais attention, pour les boissons gazeuses, en termes de sucre, c'est beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Et si on veut rentrer dans la composition de l'aliment, il y a aussi des choses qui sont néfastes pour le corps. Donc si on pourrait minimiser les choses néfastes, par exemple les aliments conservateurs. Fromage, gâteau ou fromage. Ici donc on a sur A3 on a les quantités consommées, les quantités achetées, c'est les quantités, on pourrait mettre le S, consommées ou bien achetées. Mettons acheter, c'est mieux. Acheter. Les quantités qu'on a décidé d'acheter. هي بحال انا غتشريها باش تكونسوميهم bien sûr. Tu vas pas les acheter pour les jeter. Tu achètes pour manger. D'ailleurs, avant tu veux faire une simulation. Comme ça, là il va te dire qu'est-ce que tu vas acheter. Ici c'est comme si on a arrêté les produits que vous avez le droit d'acheter. C'est clair? On les a arrêtés. Mais pour ne pas les arrêter, on pourrait donc faire un autre scénario. Alors, on prendra les mêmes conditions initiales, les mêmes quantités initiales. On a acheté donc 3, 0, 1, 7. 3, 0, 1 et 7. C'est un peu les achats qu'on a décidé de faire. Mais nous avons les prix. Fonction objective. Je veux calculer la fonction objective. En fait, je ne suis pas obligé de remettre les quantités. En tout cas, on a remis les quantités juste pour montrer les calculs, comment le faire. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre en bas, pour un peu réduire, sur le même tableau, vous mettez en bas les coûts. En bas de ce même tableau, ici, vous mettez les coûts. C'est bien sûr les coûts unitaires. Coût unitaire. Pour le premier, le coût c'est 5. Pour le deuxième, le coût c'est 2, 3 et 8. 2, 3 et 8. Donc je suis en train de simplifier un peu le classeur. Donc là, c'est mes variables. Je vais les mettre en vert. Comme ça, vous allez toujours trouver les trois composants. Ça, c'est mes variables. Je les colorie. Je vais les colorier avec un fond vert.
prends le vert Hada et je vais les mettre en blanc. Je vais les écrire avec une couleur blanche. Je vais mettre une taille plus grande. Et voilà. C'est ça mes variables. Alors, maintenant, je reviens calculer le total. Le total, je vais donc juste laisser une ligne blanche, une ligne vide, et je vais mettre ici le total. Total des achats. Le total, c'est le produit. C'est le produit de cette ligne par celle-là. C'est le produit scalaire de deux vecteurs. Dans Excel, il y a une fonction qui s'appelle SUMPROD, qui fait justement le produit scalaire de deux vecteurs. Pardon? Je vous cache le tableau. Pardon? La souris? Hein, je retire la souris. Alors, je veux multiplier les deux vecteurs, le premier par le deuxième. Et je veux poser le résultat ici. En réalité, vous pouvez très bien faire comme ça. Égale cette valeur multipliée par cette valeur. D'accord? Plus cette valeur multipliée par cette valeur. Mais je ne vais pas m'amuser à faire comme ça. Vous voyez, en fait, c'est pas pratique de faire de cette manière. Vous multipliez, vous sommez les produits élément par élément des deux vecteurs. Donc, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Alors, donc je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire une fonction, je vais passer par une fonction qui s'appelle SUMPROD. Sommer les produits 2 à 2 des éléments de deux matrices. Ça peut même le faire pour deux matrices. La somme du produit ou des produits des éléments 2 à 2 de deux matrices. Justement, il vous demande, quand vous mettez la parenthèse, il vous dit c'est quoi la première matrice, c'est quoi la deuxième matrice. Regardez, voici la première matrice, point virgule, la deuxième matrice. Comme ça. Et vous fermez la parenthèse. Mais mieux, pourquoi en fait il m'a donné ça? Il fallait que je m'arrête à... C'est B3, pourquoi il est allé à... C'est 4. C'est B3 à B4. C'est P4. Exact. Alors, regardez bien. Ici, on pourrait même nommer ces plages. Comme ça, on simplifie la formule, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Regardez, je vais prendre la plage des variables. Je vais la nommer les quantités. Je vais nommer donc cette plage par les quantités. Ne mettez pas les accents, c'est pas la peine. Quantité, 2 E accent, 2 ES, sans accent. Là, c'est les prix, au pluriel aussi. Je vais mettre les prix. Et donc, regardez, la formule, il va s'écrire alors les quantités et les prix. Le résultat ne va pas changer. Oui. Les quantités et les prix. J'ai nommé mes cellules. J'ai nommé mes plages. La plage verte, je l'ai appelée quantité. J'aurais dû aussi mettre les quantités. Mais seulement, en fait, les quantités elles portent bien le S qui montre que c'est au pluriel. Les prix, par contre, si vous mettez que prix, vous n'allez pas distinguer pluriel ou singulier. En tout cas, j'explique pourquoi j'ai nommé par les prix. Parce que c'est une matrice, c'est une plage. Vous avez vu la formule? Elle est là, elle est devant vous. Mais pour que ça marche, il faut nommer cette plage bleue par
quantité, il faut nommer la plage rouge par les prix. C'est le même principe. Combien de fois on doit le faire pour que vous le faites de façon autonome? Je l'ai fait, mais ça ne donne pas. Regardez bien l'écriture. Regardez bien comment vous avez nommé. Parce que si vous faites une erreur là, au niveau du nom, ça ne va pas marcher. Là, là. Bien, parfait. D'accord, tu veux vérifier les noms, les quantités, les prix, parfait. Là, il faut aller changer maintenant. Tu changes, tu sélectionnes cette plage et tu mets F3, FN, et tu mets les prix, les quantités. Alors, les quantités. Tu prends ça aussi. F3. Ah non, F3. Les prix. Alors, il doit donner le même, il doit garder le même résultat. Là, la formule, il est plus sémantique. Là, il porte des noms. Mais j'ai des références, etc. C'est la somme produit des quantités par les prix. Alors, on a multiplié les quantités par les prix. C'est le vecteur quantité par le vecteur prix. On peut faire du calcul matriciel sur Excel. On pourrait faire beaucoup de calculs matriciels. La somme prod, c'est le produit scalaire. Et vous pouvez trouver math prod, je pense, ou bien prod math. Si je mets égal math, matrice ou prod. Ah ouais, prod math. Prod math, ça permet de faire le produit matriciel de deux matrices. C'est clair, si vous sélectionnez le produit matriciel, vous allez pouvoir faire le produit d'une matrice 1 par une matrice 2. Vous voyez, donc on pourrait bien faire des calculs, quelques calculs matriciels sur Excel. Alors allons-y, continuons. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place encore? J'ai besoin de mettre en place ce tableau là où il y aurait les caractéristiques des aliments. J'aurais dû le mettre dans le même tableau en haut. Mais sinon, je le mets en bas. Donc là, c'est les contraintes. Je le mets en laissant une ligne en bas du total. Donc je mets ici les contraintes. Je vais copier donc ces champs. Je vais les mettre là, juste en bas. Et puis je vais placer les valeurs. Ici donc en dessous de contrainte, je vais mettre calories, chocolat, sucre, graisse. Ici, calories, chocolat, sucre et graisse. Nombre de calories, en fait là c'est le nombre de calories. On va mettre les caractéristiques telles qu'on a sur ce tableau là. On va aller par ligne, 400, 200, 150, 500. 400, 200, 150, 500. Les valeurs, c'est un vendeur de boissons. Donc il a mis un minimum ici, alors que ça m'étonne. Ça m'étonne que c'est vrai. Alors maintenant pour la quantité en chocolat, c'est 2, 3, 0, 0. Bien sûr dans une boisson il n'y a pas de chocolat. 2, 3, 0, 0. Le sucre, il a quand le sucre ça veut dire c'est vrai. Non. Donc 2, 2, 4, 4. 2, 2, 4, 4. Et puis enfin, les graisses. 2, 4, 0. Il y en a un. Qu'il y a de la matière graisse dans une boisson? C'est bizarre. Si? Donc 2, 4, 1, 5.
2, 4, 1, 5. 2, 4, 1, 5. Alors ici, en fait, dans cette colonne qui suit, on va mettre le total. Ou les totaux, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le S là. Parce qu'il fallait que je mette totaux. Sinon, juste total. Parce que chaque cellule, il va porter total. Donc le S, c'est une erreur de... C'est une erreur d'orthographe là. Total sans S. Ce total-là, il ne faut pas qu'il soit en dessous d'une limite. Donc je vais imposer une limite minimale. Je vais donc mettre ici limite. La limite, min. Limite minimale, donc on a 506, 18. 500, 500, 6, 8 et 10. Là, 18, 18. C'est 10. Ensuite 8. Alors, on va la réduire et on va mettre juste... on va mettre ici le symbole. Il faut que ce total soit supérieur ou égal. Je veux juste insérer le symbole ici. C'est juste pour permettre à quelqu'un de lire c'est quoi la contrainte. Mais si vous ne mettez rien, ça ne changera rien aussi. Je vais mettre ici... pour insérer le supérieur ou égal, j'irai vers insertion, insertion, symbole. Insertion, symbole. Vous allez trouver les symboles comme supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Supérieur ou égal, j'insère. Fermé. J'ai inséré 2 fois. Et je vais copier, je vais juste mettre le poignet de recopie. Et je vais copier vers le bas. On a préparé notre tableau. Je vais faire peut-être des doubles clics ici pour réduire un petit peu, là aussi. Comme ça, on pourrait voir le tout. Un double clic là aussi. Et puis voilà, donc comme ça, ça serait plus compact. Voilà, donc là, on voit tout sur la même vue. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Comment peut-on calculer la valeur ici, le total des calories? C'est les quantités. C'est le vecteur quantité fois le vecteur calories par élément. C'est comme ce qu'on a fait là. Pour calculer le prix, on a multiplié le vecteur des quantités fois le vecteur des coûts unitaires. La même chose ici, le vecteur des quantités fois ce vecteur. D'accord? Si vous voulez, on pourrait nommer les différentes plages. Oui, en utilisant toujours sans prod, oui. Donc je nomme cette zone. Je l'appelle par exemple calories. Cette zone, je l'appelle chocolat. Celle-là, je l'appelle sucre. Et enfin, cette zone, je l'appelle graisse. Pour calculer maintenant, il suffit juste de multiplier par somme prod les vecteurs, vecteur quantité par le vecteur en question. Donc je vais mettre égal somme prod. Alors en appuyant sur FN F3, je fais sortir les quantités, point virgule, F3 encore, chocolat, ou plutôt calories. Je ferme la parenthèse et je valide. J'obtiens la valeur. Alors si vous faites copier, vous allez obtenir la même valeur. Donc il va falloir revenir à la formule et changer quantité. Il faut changer plutôt calories par chocolat.
Ensuite, changer dans l'autre aussi, de la même façon. En allant vers la formule, changer calories par... Ici, on est déjà en phase de sucre. Sucre. Et puis en fin de compte, changer calories par graisse. Et ça donnerait les résultats donc. Mais comme vous pouvez bien le constater, on est au-delà des limites minimales. Vous voyez par exemple pour la première, on est à 4850 calories, alors qu'on a fixé un minimum de 500. On pourrait donc dire minimiser tout en respectant les contraintes. Je vais colorier les zones. Oui. Ça, je le mets en rouge. Je mets ça en rouge. Oui. Avec un gras et avec une taille plus grande. Oui, pardon. Les formules. C'est sans prod, quantité calories. En bas, sans prod, quantité chocolat, etc. Vous voyez, en fait, pour moi, calories, c'est la zone rouge. C'est donc un nom de plage. Tout ça, je l'ai appelé par ce nom. Toute cette zone, je vais l'appeler par chocolat. Ainsi de suite. Et je multiplie donc la zone verte par la zone rouge. C'est clair? Sans prod, entre parenthèses, le premier vecteur là où il y a les quantités, point virgule, le vecteur là où il y a les calories. Et en bas, vous changez le vecteur calories par vecteur chocolat. Et ainsi de suite. Comment? Comment? Est-ce qu'on colorie le tableau? J'ai nommé en fait. On ne colorie rien. Là, parce qu'on est dans la formule, lui, chaque référence, il lui donne une couleur. Pour voir avec quoi on a travaillé. Donc pour lui, quantité, c'est la zone bleue. C'est la zone encadrée par le bleu. Et les calories, c'est la zone encadrée par le rouge. Mais si je valide, je ne vais plus voir ces quatre. Alors, vous savez maintenant qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons minimiser le coût tout en garantissant les limites nécessaires pour chaque aliment, pour chaque constituant. Je veux en fait garantir que le nombre de calories soit au minimum égal à 500, que le nombre de grammes de chocolat soit au minimum égal à 6, etc. Mais tout en minimisant le coût. Allons-y, on va donc lancer notre solver. Pour lancer le solver, il faut sélectionner la fonction coût, la fonction à minimiser ou bien à maximiser, c'est-à-dire la cellule rouge. La cellule rouge, ça doit toujours porter une formule. C'est une formule qui dépend de la zone verte. Alors, les bleus, c'est les contraintes. C'est ce qu'on a là. C'est ça la zone des contraintes. Je vais la mettre en bleu. Comme ça, on voit les trois composantes, si vous voulez. Bien sûr, pour voir sur le fond bleu, je vais écrire en blanc. Là aussi, je vais mettre le rouge et je vais écrire en blanc. Rouge. Par contre, je vais écrire avec la couleur blanche. Voilà. Vous voyez les trois composantes d'un problème d'optimisation. C'est toujours une liste de variables, une fonction qui dépend de ces variables, et puis un ensemble de contraintes que je dois imposer. Alors, allons lancer le solver. Pour lancer le solver, donc, il faut aller vers Data. Ensuite, à l'extrême droite, vous trouvez le solver, vous le lancez. Vous dites qu'est-ce que vous voulez optimiser. C'est bien sûr la cellule qui porte la fonction coût. C'est la cellule B6. Je veux minimiser. Je ne sais pas a priori c'est quoi la valeur. La valeur la plus petite, le coût le plus petit qui me garantit un minimum de ressources alimentaires. Alors quelles sont les cellules variables? C'est la plage verte. Je pourrais mettre ici F3 et sélectionner la plage verte, c'est les quantités. Donc je peux donner le nom d'une plage. Les quantités donc, c'est la plage verte pour moi. C'est ça ce que je lui donne autorisation à modifier. Je lui dis, vous avez le droit de modifier les cellules qui sont là. Alors, les contraintes maintenant,
Je vais mettre ajouter. Là, pour faire sortir cette plage, appuyez sur F3. Sinon, FN, F3. Pour vous, c'est F3. Pour vous, c'est FN, F3. Donc, je mets F3. Je refais. Voilà, il fait sortir la liste et puis vous sélectionnez. Alors maintenant, allez vers ajouter pour ajouter les contraintes. Combien on a de contraintes? Les contraintes, ils sont là. Dites-moi combien de contraintes. Il faut que ce total soit supérieur à 500 ou égal. Il faut que ce total soit supérieur. Il faut que celui-là soit supérieur. Et celui-ci, supérieur. Alors, qu'est-ce qui doit être de nombre entier? Bon, puisque c'est la somme d'entiers, c'est la somme d'entiers, les quantités sont entières. Donc on pourrait lui dire que c'est les variables qui doivent être entières. Parce que si les variables sont entières, ces variables-là, s'ils sont entières, si les variables sont entières, comme on ne fait que multiplier par des entiers, donc le résultat serait entier. C'est clair? Donc je vais imposer d'abord que le premier total, celui-là, soit supérieur ou égal à 500. Voici donc une première condition. Je vais cliquer sur ajouter. Que le deuxième soit supérieur ou égal à 6. Oui? Parle fort, hein, s'il te plaît. Oui. Il est supérieur ou égal à... Il doit être supérieur ou égal à 500. Oui, à 500. Ajouter. Le total supérieur ou égal, on a dit à 10. Ajouter encore. Le total des graisses. Le total des graisses doit être supérieur ou égal à 8. Et c'est supérieur ou égal. Attention, il ne faut pas oublier de changer l'opérateur. Ajouter. Mais on a bien d'autres. Les autres, c'est que les quantités doivent être entières. Je vais dire donc chaque quantité, il faut que ça soit un entier. Ent. Ajouter. Deuxième, là je ne pourrais pas faire une plage. Donc je dois faire pour chaque élément. Entier, ajouter. Ça aussi doit être un entier. Ajouter. Et puis en fin de compte, la quantité des gâteaux doivent être aussi un entier. Je vais vous montrer toutes les contraintes. La cellule B3, C3, D3 et E3, c'est la zone verte, c'est les variables. Je viens de lui dire qu'ils doivent être des entiers. Non? C'est quoi le problème? Comment? Ah, je vais vite? D'accord. Regardez, je vais les supprimer toutes. Je vais supprimer ces contraintes. Par contre, pour supprimer, il m'oblige à faire un par un. Et donc, je vais moins vite. Alors, regardez, je vais faire descendre cette boîte pour vous montrer ce que nous voulons faire. Tu as compris bien sûr le problème. Le problème, c'est qu'on veut calculer le prix le plus petit. C'est tout à fait normal. On ne veut pas donc payer le plus cher. Le prix le plus petit, en faisant varier les variables qu'on a là, mais en garantissant que les totaux qu'on a là soient supérieurs ou égaux à ce qu'on a là. C'est clair? Mais implicitement, puisque là ce sont des quantités, les quantités ça doit être entière. Donc si on veut dire quelles sont les contraintes, donc les cellules vertes, vous devez toujours maintenir à ce qu'ils soient des entiers. Donc, et comme on a 4 cellules, ça veut dire 4 conditions sur l'état entier, ou sur le type entier. Et combien on a de total? On a aussi 4. Chaque valeur totale, il faut qu'il soit supérieur à la valeur qui est en face, ici. C'est clair? Donc, si je reviens à mon solveur, ici, qu'est-ce que je dois lui dire alors?
D'abord, quelle est la cellule que je veux faire varier? Cette cellule, il faut nécessairement qu'il porte une formule. C'est donc pour nous la cellule rouge. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je change pour atteindre ton objectif? Tu m'autorises à changer quoi? Je lui dis, il faut changer les quantités. Alors, ensuite, sous quelles contraintes? On a déjà cité les contraintes. Il faut que les 4 cellules vertes, qu'ils soient des entiers. Allons-y. Pour ajouter des contraintes, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter ». Ensuite, il faut dire que la cellule qui porte actuellement la valeur 3, il faut qu'il reste un entier. Donc, je clique sur 3 pour sélectionner sa référence et je dis ici, il faut que ça soit un entier. Ça, c'est une première condition. Je l'ajoute. Je clique sur « Ajouter ». Bien sûr, quand vous cliquez sur « Ajouter », il prend la condition et il l'ajoute au solver. Il te donne toujours la possibilité de créer une autre. J'ai besoin d'une autre sur la deuxième cellule, sur la quantité sur les glaces. Lui aussi, il faut que ça soit un entier. Ajouter. Je fais aussi la même chose pour cola. Je dois lui dire que ça doit être un entier. Et en fin de compte, je vais ajouter. Et en fin de compte, cette cellule aussi, il faut que ça porte un entier. Donc je vais mettre ici, il faut que ça soit de type entier. Ajouter. Donc j'ai ajouté les 4 premières conditions. Mais n'oublions pas que les totaux qu'on a calculés là, chaque total, il faut qu'il soit supérieur à la limite minimale. Donc je vais sélectionner le total en cliquant dessus. Et je vais donc sélectionner l'opérateur, c'est supérieur ou égal, c'est pas inférieur ou égal. À la limite elle est là. Je suis en train de dire que le total des calories de mes achats, le total des calories de tous les éléments que j'ai achetés, il faut qu'il soit supérieur à 500 calories. Ok, ajouter. J'ai aussi à faire la même chose sur les autres totaux. Donc notamment le total de la quantité en chocolat. Il faut que ça soit supérieur à la limite en chocolat. À 6. Mathématiques 6 parce que tout à l'heure j'ai écrit les valeurs manuelles. Vous les saisissez depuis la cellule, depuis les cellules qui les contiennent. Ajouter. On n'a pas terminé, il nous reste encore 2. Là, il faut que ça soit supérieur ou égal à 10. À là où il y a 10. Ajouter. Une dernière condition. Le total des graisses, il faut que ça soit supérieur ou égal à la limite minimale de graisse. Maintenant, je clique sur OK. Donc, combien je dois trouver de conditions? 8. 8 conditions. 4 pour imposer que le type est entier et 4 autres pour imposer que les totaux, respectivement, ça doit être inférieur à leurs limites, aux limites respectives. Donc, on a paramétré maintenant le solver. On a donné les 3 composants. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi la fonction? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux maximiser, minimiser ou bien imposer une valeur? Qu'est-ce que je dois varier? Quelles sont les variables du problème? Quel est le domaine explorable? Ça fixe le domaine. C'est clair? Ça fixe le domaine. C'est comme si je dis je veux aller d'un entier à un entier. C'est clair? Si je suis dans 1, je dois aller vers 2, ensuite vers 3, quand j'explore le domaine. C'est clair? Mais j'ai des limites. Je ne dois pas descendre en dessous de ces limites-là. Le solver, il va prendre tout ça en considération. Un être humain, si on demande de faire ça à un être humain, il pourrait bien le faire, mais difficilement. Par exemple, si votre domaine est de 1000 unités, vous voulez varier de 0 jusqu'à 1000, et que c'est des entiers, ça vous fait 1000 combinaisons. Allez, multipliez par 4. Parce que chaque axe, il va varier de 0 jusqu'à 1000. Si vous multipliez par 4, ça vous fait combien? C'est 1000 à la puissance 4. C'est donc 10 puissance 3 fois 4, 12. 10 puissance 12. Vous voyez combien de combinaisons là? C'est 10 milliards de milliards. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. C'est 1 million, c'est 1000 milliards de combinaisons. En ne prenant que des entiers, attention. Si vous dites que je veux passer d'un entier au réel plus proche, etc., ça vous fait encore plus de combinaisons. On a besoin donc d'un outil qui fait aussi des milliards de choses par seconde. C'est l'ordinateur. L'ordinateur, il peut faire plus vite que nous. Mais c'est nous qui lui montrons comment faire. C'est clair, en fin de compte, c'est l'être humain qui donne selon quelle démarche on veut calculer.
Allons-y, on lance le calcul. Je vais mettre résoudre. Alors, s'il a trouvé une solution, il va me le dire. Il me dit le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes. Est-ce que je l'accepte? Oui, je vais accepter. Vous voyez en fin de compte combien je dois payer pour satisfaire mes besoins alimentaires? Je dois payer que 9 unités monétaires, 9 dirhams. 9 dirhams. Et je vois bien qu'en termes de total calorifique, c'est 750. Je vais acheter 750 unités calorifiques. En termes de chocolat, c'est 9 grammes. C'est supérieur à 6. En termes de sucre, c'est 10 grammes. C'est exactement égal à 10. En termes de graisse, c'est 13 grammes. Hein? Fèche. On chauffe les conditions. Chauffez les conditions. Alors peut-être que la condition, même que je suis avec 0, il a de tenir. C'est elle est supérieure à la vie. Monsieur, il y a des valeurs à au lieu de dire supérieur, de son inférieur. Les conditions d'IELCOM, je vous ai dit, il ne faut pas oublier de changer l'opérateur. Par défaut, il vous donne inférieur ou égal. Il fallait le changer par supérieur ou égal. Vous savez, en fait, au lieu de dire il faut aller dans ce sens, quand il va chercher, pour un certain axe, vous lui dites il faut aller dans ce sens. Ouais, c'est normal. Regarde les autres. On ouvre l'enregistreur. Alors, je veux donc résoudre. Je veux calculer les courants dans un circuit électrique étant donné la tension aux bornes du générateur, étant donné les résistances au niveau de chaque branche du circuit. Bien sûr, le circuit, c'est ce que j'ai dessiné au tableau. J'ai donc à déterminer un certain système, 3 équations à 3 inconnus. Puisque mes inconnus sont les courants, on a trois branches traversées par des courants I1, I2, I3. Je veux alors déterminer ces courants, sachant les autres données. Et c'est un peu conforme à l'image que vous voyez sur la diapositive. Donc je vais préparer un modèle de calcul qui permet de résoudre le problème. Et j'aurai besoin de passer par le solveur pour y arriver. Je vais donc faire une autre feuille. Je vais mettre mes valeurs constantes. Quelles sont les constantes? La première, c'est la tension. La tension V. Je vais dire la tension V. C'est ma première donnée. La résistance R1. La résistance, oui. Ah, pardon. Je suis en train de travailler sur mon classeur. Alors, je vais agrandir pour voir plus clair. Regardez, en fait, j'ai laissé 2 lignes vides au début. Dans A3, j'ai écrit tension V, résistance R1, résistance R2, résistance R3. Oui, ici c'est R2. Les valeurs, donc je veux les mettre en face ici. Là, c'est les valeurs. Ça, c'est des constantes. C'est pas à faire varier. Mais je veux déterminer, pour ces données-là, et pour mon circuit, je veux déterminer quels seront les courants qui vont traverser les différentes parties du circuit. J'ai donc à calculer un courant I1. Je vais dire courant I1, ou l'intensité, le courant I2 et le courant I3. Là, c'est les variables du problème. Regardez, je vais le mettre comme j'ai l'habitude de faire.
cette zone, je vais la mettre avec une couleur verte et je vais l'écrire en blanc avec une certaine taille, comme ça. C'est là où je dois mettre donc mes courants. Je vais les calculer avec les unités usuelles. Donc la tension c'est en volts, les résistances c'est en ohms, et puis les courants c'est en ampères. C'est clair? Alors, regardez, je vais même dessiner le circuit ici. Comme ça, je vous montre comment sur Excel, vous pouvez, si vous voulez, faire votre dessin. La dernière fois, je vous ai montré l'insertion des formes graphiques. Il faut aller vers insertion. Et vous avez ici un outil de dessin. C'est ici. Donc, je vais dessiner les résistances. Je commence par dessiner les résistances. Voici la première résistance. Je vais copier cette résistance. Je vais la copier encore là. Je vais l'inverser. Voilà. Je vais tracer les flèches. Une flèche. Bon, sans faire la flèche, juste une droite. Alors je vais changer la couleur et la taille de cette droite. Je vais prendre une couleur noire. Je vais faire une droite, ça doit être horizontal normalement. Je vais la copier. Pour copier dans contrôle et vous faites bouger. Alors là, j'ai besoin en fait d'une autre forme. C'est toujours insertion pour aller vers les formes. Insertion, dans illustration, vous irez vers forme. Je vais utiliser cette fois-ci une forme de ce genre. Je vais lui donner la même taille, la même couleur. Attention là, celle-là en fait, la résistance, il faut que ça soit de ce genre. Voilà. Et je vais dessiner le générateur. Le générateur, je vais le dessiner avec une forme. Comment est-ce que je vais faire pour mon générateur? Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de s'approcher au dessin d'un générateur? Non. Non, donc ce que je vais faire, je vais juste mettre... Je vais mettre... là, le même symbole, comme ça, mais avec une petite largeur. Je vais copier vers le bas et je vais agrandir la largeur. Comme ça. Alors, je vais les rapprocher et je vais réduire un peu les hauteurs. La hauteur, je veux mettre une hauteur petite. Voilà, la même chose ici, une hauteur petite. Voilà, ça marche. Je pourrais le dessiner comme ça. Alors maintenant, cette flèche, je l'utilise en fait là. Et puis je vais utiliser la même flèche en bas. Et il me reste qu'à tracer une droite. Je pourrais faire cette même flèche que je prendrai ici et là. Mais je vais l'allonger en fait, je vais l'allonger comme ça. Voilà. Je vais prendre cette forme en premier plan. Celle-là, je vais lui dire il faut la mettre en premier plan. Voilà, j'ai dessiné donc mon circuit. Ça doit ressembler à ça. J'ai donc à placer les normes. Alors, avec quel outil j'ai travaillé? J'ai travaillé en fait dans
avec la boîte des formes, l'outil forme, il vous donne un ensemble de formes. J'ai travaillé avec le rectangle, avec la flèche qui est représentée comme ça. Quel connecteur, on les appelle des connecteurs. Un connecteur qui a la forme suivante. C'est clair? Ce connecteur-là, c'est ce qui va me permettre de connecter ce point à celui-là. Ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Si vous voulez que je refasse, le dessin, ça ne relève pas des compétences que nous devons garder au sein du cours. Mais joindre l'utile à l'agréable, donc on pourrait très bien consacrer une dizaine de minutes pour vous expliquer ça. Moi j'ai dessiné en fait globalement, si vous revenez à la vidéo, parce que je suis en train d'enregistrer, vous allez pouvoir refaire ça tranquillement. Alors, mais si vous voulez que je fasse avec un ralenti, avec une vitesse un peu plus lente, je refais. Regardez, donc je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner l'ensemble. Je suis en train de sélectionner les formes et je vais les supprimer. Ça aussi. Donc je n'ai plus rien. Alors regardez bien. Parce que moi j'ai fait ici le zoom, je vais donc annuler le zoom et je vais agrandir ici. Comme ça j'aurai un zoom fixe, un écran qui ne bouge pas. Alors regardez, pour faire du dessin c'est très simple. Il faut d'abord aller vers insertion. C'est bon? Alors une fois vous êtes sur insertion, localiser, repérer le groupe illustration. Ensuite, vous allez trouver un bouton avec une petite flèche qui s'intitule forme. Vous savez le localiser. La liste, vous savez la localiser. Très bien. Mais lisez bien un petit peu qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez des formes de dés, comme c'est le cas ici. C'est des différents types de formes. Des rectangles, des cercles, des triangles, des losanges, etc. Mais vous avez aussi des connecteurs. Les connecteurs, les lignes. Regardez, il y a différents types de connecteurs. Là. Il y a donc la flèche, mais il y a aussi des connecteurs qui s'adaptent en fonction de ce que vous voulez connecter. C'est clair? Alors, regardez. Je vais commencer par dessiner les résistances. Regardez ce circuit. Il y a deux résistances qui apparaissent verticales. Il y a une qui est horizontale. Donc, ce que je vais faire, je vais dessiner la verticale. Comme ça, je lui donne une taille. Ah, il y a la résistance verticale. Ça, c'est le symbole qui va symboliser pour moi la résistance. Je veux l'autre. L'autre, c'est une copie de celle-là. L'autre, je parle de celle-là. J'ai dessiné celle-ci, je veux obtenir l'autre. Comment est-ce qu'on va faire? Je veux bien à ce qu'il ait la même taille. Même petit beige, mais... Alors, j'ai dessiné la première résistance. Je veux donc en faire une copie. Ce n'est pas la peine de revenir à forme et dessiner une autre forme. Il faut juste prendre celle-ci, vous appuyez sur CTRL et vous faites bouger. CTRL, ça veut dire copier. Mais si vous voulez faire bouger sans changer l'alignement, sur la même horizontale, le long de la même horizontale, vous appuyez en plus sur Shift. Regardez là, il va bouger horizontalement. Et puis je relâche. J'ai fait une copie. Alors, mais j'ai besoin d'une troisième copie. C'est celle qui va me servir ici, là. D'accord? Celle-là, il faut que ça soit horizontal. Je vais faire la copie et je vais basculer. Je vais faire une copie comme ça et je vais la faire tourner. Alors, regardez, il y a une petite illustration au niveau du contrôle. Il y a une petite illustration ici qui s'intitule comme ça. Ça vous permet de faire tourner. D'accord? شوف le contrôle. خصك sélectionner le contrôle. أنا هنا بالنسبة لي هي كتبان. شوف. أنا نوريها لكم. ولكن خصكم تسيليكسيوني الكونترول. شفتوها دابا راه باينه في الفيديو بروجيكتور. C'est une flèche qui vous symbolise une rotation. Pour faire tourner, غتمشيو لهذيك la flèche, ça va devenir en noir.
Et puis vous faites tourner, vous faites bouger. Comme ça. Si vous mettez Shift, alors vous allez faire tourner à 45, 90, etc. 120 degrés, ainsi de suite. Vous allez donc pouvoir tourner à 90 degrés facilement. Vous relâchez. Donc qu'est-ce qu'on a dessiné maintenant? On a dessiné les résistances. Et bien il faut que je dessine maintenant le générateur. Comment on va dessiner le générateur? On va le dessiner par une petite. Donc l'insertion contrôle par un petit rectangle noirci. Je vais prendre donc rectangle et je dessine ici, à ce niveau-là, un petit. Un petit. On pourrait même le noircir, le mettre en noir. Pour le moment, je le laisse comme ça. Je ne vais pas changer sa couleur. Alors, je veux bien, ça c'est ce qui symbolise le pôle négatif. D'accord? Je vais donc faire une copie en bas pour le pôle positif. Je vais l'agrandir. Comme ça. Je pourrais le faire bouger, que ce soit centré. Ça va symboliser pour moi le générateur. Et bien, maintenant tout est clair. Il suffit juste de connecter. Je dois tracer quoi? Je dois tracer ici deux traits perpendiculaires. Un trait vertical, un trait horizontal. C'est ce qu'on appelle justement un connecteur. Regardez, je vais aller sélectionner un connecteur à partir de insertion, forme. Quel type de connecteur va me convenir? C'est celui-là. Celui-ci. D'accord? Celui-là, il s'adapte entre les formes que vous voulez lier. Regardez, je vais le sélectionner. Et je vais donc aller... Faites bien attention. Quand vous vous approchez à la forme, on vous montre des points d'accrochage. Les notions, vous allez les voir au niveau du dessin. Quand vous allez faire AutoCAD, vous allez voir la notion d'accrochage, la notion de magnétisme, etc. Donc c'est des outils d'aide au dessin pour dessiner facilement. Donc regardez, vous allez vers le centre, vers le premier point d'accrochage, le point milieu. Vous faites un clic, vous faites bouger pour aller vers l'autre point et vous relâchez. Ici en fait, nous avons relié, nous avons connecté les deux formes. Alors, mais je veux bien que ça traduit un circuit, donc c'est la ligne conductrice. Je vais la mettre en noir et je vais la mettre avec une épaisseur plus grande que ce qu'on a maintenant. Ça, vous le faites dans format. À chaque fois que vous aurez dessiné un objet quelconque, dans le menu format, vous allez pouvoir changer la couleur du tracé. Moi, je vais prendre le noir et changer, c'est dans contour, et changer la taille ou l'épaisseur du tracé. Je vais mettre 3 points par exemple. Regardez, voilà ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant que je viens de le faire, je vais juste copier cette forme parce que c'est la même que j'ai besoin de mettre là, ici. C'est une forme qui est similaire à celle-ci. Donc je vais la copier. Donc pour copier, on a dit il faut mettre CTRL. Là, c'est pas la peine de mettre SHIFT. Et vous faites alors déplacer le point pour le mettre là. Et l'autre point pour le mettre ici. Ça va nous servir pour faire le tout. Voilà qui est fait. Vous voyez, en fait, j'ai fait un seul pour tracer le contour. De ce point, regardez les points verts. De ce point, de celui-là à celui-là. Ça a fait cette forme-là. Et regardez ces points jaunes. Ils vous permettent de déplacer si vous voulez déplacer. Si vous voulez déplacer par exemple ça, vous voulez la tirer, vous le faites à partir de ce point jaune. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour obtenir quelque chose de bien. Pour passer en plein milieu de la résistance 3. Qu'est-ce qui manque alors pour compléter le circuit? Je ne le travail ici.
Je vais faire le même en allant de ce point à celui-là. Le même. Regardez, je vais copier encore une fois. Et je vais donc aller de ce point à celui-là, en passant par cette fois-ci le milieu de la deuxième résistance et en descendant jusqu'à ce que je sois confondu avec l'autre. Voilà, c'est fait. Donc on a dessiné notre circuit. Qu'est-ce qui manque alors au niveau du circuit? Observez et dites-moi qu'est-ce qui manque pour avoir un bon circuit, un bon dessin, s'il vous plaît. Dites-moi qu'est-ce qui manque dans mon dessin. Donc on va jouer sur arrière-plan, premier plan. Je vais prendre ces résistances, cette résistance et celle-là. Donc je pourrais les sélectionner toutes les deux et demander à les mettre par le bouton droit, à les mettre au premier plan. Et ben voilà, parfait. Qu'est-ce qui manque à mon dessin maintenant? Je dois rajouter les caractéristiques. R1, R2, R3, I1, I2, I3, etc. Je vais le faire. Et c'est toujours dans le menu insertion format. Insertion, format, ou forme plutôt. Regardez la première forme que j'ai dans la boîte forme, c'est justement une forme rectangulaire avec la lettre A. Ça me permet d'écrire celle-là. Regardez, d'insérer un texte. Ici, je vais insérer V. Je peux l'écrire avec un style, donc il faut aller chercher le style pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous pouvez donc trouver un style d'écriture qui vous donnerait ça. Mais en tout cas, sinon, on laisse V. On le laisse avec cette taille. On pourrait carrément lui donner une taille plus grande. Voilà, j'ai fait ici la caractéristique du générateur, c'est la tension V. Je vais mettre le sens des courants. Le sens des courants. Donc je vais supposer que, en mettant CTRL, vous pouvez copier ce texte. Ici, je vais mettre I, c'est I1. Ici, c'est I3. Qui peut me dire c'est quelle heure est-il maintenant? L'heure 15. 5 minutes, il me reste 5 minutes. J'espère que je vais terminer dans les 5 minutes. I2. Et là, je mets les résistances. Je copie toujours le texte. CTRL et vous faites glisser. Ça, c'est la résistance R1. Alors là, c'est la résistance R2 et puis R3. R2, R3. Si vous voulez les mettre en indice, vous pouvez le faire. Les symboles 3, 1, etc. Je vais vous montrer sur une seule et vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste. Sélectionnez juste le 3, allez vers accueil, vers la flèche police et vous mettez un 10. Vous cochez un 10. Et puis vous validez. Ça va devenir un indice. En tout cas maintenant, si vous voulez faire la même chose pour les autres chiffres, vous appuyez juste sur F4. Comme ça. F4. Parce que le réglage, je l'ai déjà fait. Je ne fais que sélectionner et lui demander de reprendre l'action, la dernière action sur la sélection, par F4. 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 Qu'est-ce qui manque à mon dessin? Les flèches. Juste le sens des courants. Les flèches. Je vais mettre une petite flèche ici. Donc toujours dans insertion, format, et je vais insérer une flèche. Regardez, je vais mettre une flèche ici. Je lui donne bien sûr la même couleur, la même taille. On l'a écrit à 3 avec l'épaisseur de 3. Et je vais donc la faire à côté. Voici le courant. Le courant. Voici le courant I2. Mais là, je dois donc faire la rotation. La rotation, donc, il ne me la donne pas ici. Je vais dire tourner
tourner dans l'autre sens. Voici donc le I2. Je mets le texte à côté, comme ça, et je vais prendre cette même flèche, je vais la copier là. Et voilà, ça marche. Maintenant, une dernière flèche. Indice. Alors, je vais en fait faire la flèche dans l'autre sens. Et je vais mettre le courant, la tension, le sens de la tension dans ce sens-là. Grand V. Et voilà, ça marche. Voilà, le dessin, il est fait. En fait, on a passé peut-être un quart d'heure à faire le dessin, mais on n'a pas résolu encore le problème. Il va falloir un peu trouver les courants étant donné les valeurs. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, je vais prendre un quart d'heure pour terminer cet exercice et on passera aux autres aussi. C'est clair? La vidéo, je ne les ai pas encore placées dans la chaîne YouTube, donc par la suite, vous allez les avoir dans la chaîne. C'est clair? Peut-être à partir d'aujourd'hui même, donc je vais tâcher de le faire. Vous allez donc juste mettre mon nom, Excel, mon nom plus Excel dans la recherche, YouTube, et ça va vous faire sortir les différents TP qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais donc aller arrêter. Vous savez effectivement combien on a travaillé? 1h41 sur 3. Bien sûr, il y a quelques explications, quelques arrêts, etc. Mais sinon, il y a quand même une perte, une lenteur. Stop.